Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε. Merci d'être là pour cette séance du séminaire Sexe et genre de l'IEC, animée par Joël Viels, biologiste au CNRS, Evelyne Père, paléoanthropologue au Muséum national d'histoire naturelle, Armel Dubois-Naït, qui est spécialiste de civilisation britannique à l'UVSQ, et moi-même, Frédéric Pigère, ici au CNAM, titulaire de la chaire Genre, Mixité, Égalité femmes-hommes. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Camille Schmoll pour cette séance donc du séminaire, ce séminaire Sexe et genre, pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales. Alors Camille Schmoll est géographe, directrice d'études de l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, membre d'une unité mixte de recherche CNRS qui s'appelle Géographie Cité. Elle a soutenu sa thèse en 2004 à l'Université de Nanterre sur le thème suivant « Une place marchande cosmopolite, dynamique migratoire et circulation commerciale à Naples ». Elle a ensuite effectué 2 post-doctorats, dont un à l'Institut universitaire européen et l'autre à Bologne, en Italie. Elle a obtenu un poste de maîtresse de conférence en géographie à l'université Paris Diderot, devenue Université de Paris en 2007. Elle obtient son habilitation à diriger des recherches, toujours en géographie, en 2017, sur le thème « Spatialité de la migration en Europe du Sud, une approche par le genre ». Et donc, elle devient directrice d'études de l'EHESS en 2021. Il faut noter qu'elle a été membre de l'Institut universitaire de France de 2015 à 2020. Camille Schmoll pilote et ou participe à de nombreux projets de recherche. Par exemple, de 2023 à 2025, l'exil au quotidien, trajectoire genrée, recomposition familiale et processus d'installation des Ukrainiennes en France. Ce projet est financé par la Fondation de la Croix-Rouge. Autre exemple, en 2022-2024, elle a participé à un projet Guide de voyage pour femmes solitaires, projet soutenu par le programme Camargo EHESS. Elle est aussi l'autrice de nombreuses publications académiques, ouvrages, articles scientifiques, chapitres dans des ouvrages de référence. Son ouvrage le plus souvent cité aujourd'hui est intitulé « Les damnés de la Terre », les damnés au féminin, femmes et frontières en Méditerranée. Il est paru en 2020 aux éditions La Découverte. Il est également paru en italien aux éditions Astarte en mars 22. Il va paraître en anglais et en espagnol cette année. Et en 2022, il a reçu le prix des lycéens et étudiants du livre de géographie. De 2019 à 2022, Camille a co-dirigé avec Olivier Clochard du CNRS la Revue européenne des migrations internationales. Elle a coordonné plusieurs ouvrages collectifs, j'en ai dénombré 8, dont un certain nombre a été remarqué et fait l'objet de recensions. Plusieurs de ces publications abordent la question du genre. Par exemple, en 2021, dans un numéro hors-série Femmes et migration, Corporéité migrante, 3 études de cas pour une réflexion sur l'autonomie des femmes. En 2020, Migrantes et engagées dans la revue Hommes et Migration. En 2014, Gendered Specialities of Power in Borderland Europe, an approach through mobile and immobilized bodies, dans la revue International Journal of Migration and Border Studies. En 2011 et 2005 aussi déjà des publications qui abordent la question du genre. Alors aujourd'hui, Camille nous propose d'enfiler les lunettes du genre pour féminiser notre regard sur les migrations internationales. Elle va nous expliquer que féminiser le regard, ce n'est pas seulement reconnaître la part des femmes en migration, mais c'est aussi ouvrir la possibilité d'un récit différent
des trajectoires, explorer les dynamiques relationnelles et intimes des processus qui mettent les hommes et les femmes en mouvement. Cette approche s'inscrit dans le courant de la géographie politique féministe, qui s'intéresse notamment aux lieux considérés comme mineurs. Et pourtant, le corps, la maison, le quartier sont des sphères importantes pour comprendre l'impact sur la vie quotidienne des grands dossiers politiques internationaux, tels que le flux des réfugiés et des personnes déplacées, la violence des politiques migratoires, les politiques de coopération au développement. Finalement, féminiser le regard, c'est enquêter et inquiéter, dit-elle, l'universel du masculin des théories des migrations. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation et je vous donne la parole pour cette intervention. Merci beaucoup de votre invitation. Merci Frédéric Pijard pour cette introduction, pour tout, pour l'invitation, pour tout. Et merci à toute l'équipe qui coordonne le séminaire. C'est un plaisir d'être ici et donc par cette conférence, je vais essayer d'attirer votre attention sur effectivement la façon dont on peut essayer de modifier un peu notre perception, notre approche des questions migratoires. Moi, j'ai été formée avant tout aux études migratoires avec des approches assez interdisciplinaires, pas en sciences de la vie, mais en tout cas sur des questions de sciences humaines et sociales. Et donc j'ai toute une trajectoire voilà sur les migrations. Je me suis toujours intéressée aux migrations, en Méditerranée en particulier, et plus particulièrement encore en Europe du Sud. Et en fait, la question du genre n'est pas venue tout de suite, et la question des femmes n'est pas venue tout de suite non plus. Et donc, depuis quelques années maintenant, je m'intéresse en particulier à la place et à la part des femmes dans les questions migratoires, à la fois en termes de représentation, de la façon dont on se représente les questions migratoires, et puis surtout en termes de présence, de pratique, de qu'est-ce que c'est que migrer au féminin, entre guillemets. Évidemment, il ne s'agit pas de réduire les migrations féminines à une seule figure de la migration féminine, mais simplement de se poser la question quand même de ce que font les femmes en migration. Donc, je vais procéder en 3 temps pour cette conférence donc sur féminiser le regard. Je vais revenir sur nos représentations d'abord des questions migratoires et la façon dont les femmes ont pendant longtemps été effacées de ce tableau des migrations internationales. Donc c'est une étape classique dans tout ce qui est études sur les femmes et sur le genre, c'est-à-dire qu'on part du constat d'une invisibilisation et malheureusement, enfin c'est le cas aussi pour les études migratoires et c'est même, je dirais que c'est encore en partie le cas, ce qui est surprenant au vu en fait du fait qu'il y a au moins 40 années de recherche maintenant sur les questions de migration féminine, mais de fait voilà, chasser le naturel, il revient au galop et donc très régulièrement on nous fait un tableau des migrations en oubliant que actuellement en Europe, par exemple, la majorité des migrations sont des migrations féminines. Voilà. Et puis après, je vous donnerai quelques exemples. Enfin, je ferai un panorama. Alors, je sais pas ce que ça donnera. Ça fera peut-être un peu patchwork parce que c'est la première fois que je le fais, mais j'essaierai de vous présenter les différentes situations sur lesquelles j'ai pu travailler. Donc, des situations de migration de femmes très très diverses pour essayer de justement vous faire approcher la diversité des situations migratoires au féminin. Et puis ma troisième partie reviendra sur ce qui a été annoncé, à savoir qu'est-ce que féminiser entre guillemets notre regard sur les migrations peut apporter à la compréhension des questions migratoires. Et c'est aussi une interrogation méthodologique sur la façon dont on peut approcher les questions migratoires différemment par rapport à ce qui a été, disons, la tradition des études migratoires, une façon de poser des questions, une façon de travailler sur le terrain, une façon de travailler avec les personnes, qui est influencée aussi, bien entendu, par le féminisme et les approches féministes qui ont beaucoup contribué en bien à modifier nos approches et nos méthodes et nos questionnements sur ces questions comme sur toutes les questions scientifiques. Donc,
Premier point, donc la persistante invisibilité des femmes. Ça, c'est le constat de départ. Hein. Alors, on peut partir alors, je vais montrer beaucoup d'images. Donc, je suis désolée, certaines images sont pas très agréables à regarder, peuvent être même parfois peut-être un peu violentes. Et je sais qu'aussi ces images ont parfois un effet, disons que ça peut sembler un peu parfois. Pas obscène, je ne crois pas, mais en tout cas déplacé de montrer certaines photos, certaines images. Donc je m'en excuse par avance si certaines personnes sont impressionnées par ces images. Il y a à la fois des photos que j'ai prises sur mes terrains et des images qui sont tirées de la presse. Donc ça, évidemment, ce ne sont pas des images des photographies que j'ai prises, mais des photographies tirées de la presse. Pour vous dire quelques mots déjà du traitement, disons politique et médiatique qui est fait de ces questions de migration, avec, dans les images qu'on peut recevoir des migrations aujourd'hui, et tout particulièrement des migrations méditerranéennes, une vision très masculine en fait du phénomène, qui pourrait nous amener à penser que c'est essentiellement une histoire d'homme, que c'est traversée de la Méditerranée dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc ça, c'est la représentation classique, commune du phénomène migratoire, qui est davantage une représentation masculine, et une grande partie aussi de la littérature, des films qui traitent de ces questions-là sont aussi davantage des représentations au masculin de la question migratoire. Alors, si on va regarder un peu dans le détail, on a quand même bien entendu des représentations féminines. Et les choses ont beaucoup bougé dans les 2 dernières années, avec l'arrivée la question des exils en fait d'Ukraine, qui ont amené quand même à faire avancer notre perception, évidemment, puisqu'il s'agit d'une migration à 90% féminine, donc 6 millions et demi de personnes qui ont quitté l'Ukraine pour aller en Europe, donc qui sont essentiellement des femmes et des enfants. Donc là, effectivement, ça a fait bouger notre perception des choses, avec aussi, ça vous aura pas échappé, un traitement médiatique et politique très différent de la question. Alors, est-ce que ça tient au genre? Ça, c'est une vraie question. Pas seulement, évidemment, il y a plein on peut faire beaucoup d'hypothèses sur la façon dont on a traité et perçu ces migrations-là d'exil par rapport à d'autres qui sont tout autant des migrations d'exil. On pense aux migrations syriennes, afghanes ou autres, soudanaises. Mais en tout cas, de fait, une perception et un traitement très différent. Et moi, j'attire votre attention sur notamment la façon dont on représente les personnes et les corps, puisque je vais beaucoup parler des corps aujourd'hui, et on voit qu'on a une représentation ici dans ces photographies qu'on trouve de l'exil ukrainien, des Ukrainiennes, très individualisée aussi des personnes. On reconnaît les personnes, voilà, on reconnaît les visages, on peut voir les visages, et ça, il me semble que c'est une dimension aussi intéressante qu'on peut voir ici aussi. Alors pour vous dire que c'est pas uniquement, à mon sens, une histoire de genre, j'ai mis en relation de couverture d'un hebdomadaire italien qui traite toutes deux des questions migratoires, et que plutôt, disons, un hebdomadaire, bon, je sais pas comment dire, de peut-être centre-gauche, je sais pas trop. En tout cas, vous voyez que quand il est question de parler, et cette photographie a fait la une de pas mal d'hebdomadaires en Europe, en fait, hein. C'était une photographie qui était dédiée, en fait, au phénomène de la nouvelle émigration sud-européenne à partir de 2008, à partir des années de la crise économique en Europe du Sud. On a eu une reprise en fait des migrations espagnoles, italiennes, grecques vers l'Europe de l'Ouest, du Nord. Eh bien, quand il s'agit de traiter de cette migration de personnes présumées quand même qualifiées, de relativement privilégiées, dans un contexte de libre circulation, on individualise les personnes et on a des portraits qui sont y compris équilibrés en termes de genre, hein. On a des hommes et des femmes dans un contexte urbain, voilà, on les imagine, je sais pas, à Paris, à Berlin, à Londres et ailleurs. Et à côté,
une représentation de la migration méditerranéenne, encore une fois, qui met l'accent sur la densité, sur la masse en fait de personnes, sur le caractère massif de cette migration. Voilà. Donc les chercheurs sur les migrations et les chercheuses ont beaucoup mis en évidence le fait qu'il n'y avait pas forcément de relation entre ce type de représentation et la réalité des migrations et notamment leur importance. Mais en tout cas, ce sont des représentations qui sont présentes évidemment dans la façon dont on se perçoit en fait les questions migratoires. On peut aussi retrouver ce type de représentation aussi dans les discours politiques. Bon, la question il se trouve qu'on est dans une phase particulière puisqu'on a assisté ces derniers mois à beaucoup de débats autour de la nouvelle loi immigration. Et donc là aussi, ça a été l'occasion de remarquer à quel point toute une série de catégories de la migration, et notamment la question des femmes, était relativement absente du débat. C'était même frappant, je trouve, quand on connaît les enjeux, en fait, les enjeux démographiques, les enjeux en termes de tout ce qui est de l'ordre d'un certain nombre de secteurs du marché du travail qui sont essentiellement occupés par des femmes. On a très peu entendu parler dans ces débats sur la loi immigration de la question de la part des femmes et de la question du genre en migration. Voilà. Donc c'est vrai pour le champ médiatique, bon, c'est vrai pour le champ politique, mais ça, c'est pas très surprenant. Il est peu question des femmes en migration dans le champ politique. C'est vrai aussi, malheureusement, je vous le disais, encore aujourd'hui dans le champ scientifique. Ça a été le cas pendant très longtemps. De nombreuses chercheuses, à vrai dire, sociologues, historiennes, des femmes et du genre, ont cherché à mettre en avant, à montrer à quel point la figure des femmes était centrale dans les questions migratoires, mais de fait, encore aujourd'hui, une partie des recherches sur les migrations invisibilise les femmes, ou en tout cas minorise la part des femmes. Donc, il y a plein de raisons, en fait. Il y a évidemment une forme de minorisation qui est liée à des... Bon, c'est pas propre aux migrations, en fait, à ce qui fait que dans de nombreux champs scientifiques, à un moment donné, la question des femmes n'était pas évoquée. C'était aussi parce que c'était peut-être aussi certaines disciplines, en tout cas, étaient davantage des disciplines masculines, et c'était évidemment pas la seule raison. Mais dans le cas des migrations, moi, il me semble qu'il y a aussi, en tout cas, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est qu'il y a aussi des phénomènes de minorisation de la part des femmes qui sont liés aussi au fait que il y a des trajectoires spécifiques aux femmes et que donc si on va pas observer spécifiquement ces trajectoires-là, on peut effectivement être amené à minoriser la part des femmes. Il y a aussi des stratégies de la part des femmes d'auto-invisibilisation en fait qui peuvent avoir différentes raisons, mais qui peuvent être liées aussi au fait de vouloir s'invisibiliser par rapport à des logiques des rapports de genre à l'intérieur des communautés par exemple ou des groupes auxquels elles appartiennent qui font qu'elles n'ont pas envie d'être visibles, qu'elles n'ont pas envie d'être reconnaissables. Donc par exemple, il peut y avoir des effets en termes de localisation, de choix d'un lieu résidentiel, c'est-à-dire ne pas aller dans des quartiers où vivent des hommes appartenant ou des familles appartenant à la communauté dont on provient pour éviter des formes de stigmatisation et de marginalisation qu'elles ont déjà vécues au départ. Donc il y a plein de raisons en fait qui font que on minorise la part des femmes. Mais voilà, je voulais attirer votre attention sur ces questions d'auto-invisibilisation qui font aussi partie et qui sont aussi un enjeu éthique pour les chercheurs parce que du coup, nous on les visibilise alors que peut-être qu'elles n'ont pas toujours envie d'être visibilisées non plus. Donc voilà. Donc, j'ai mis cette citation de Mirjana Morog-Vasić, qui est une sociologue qui a beaucoup contribué en fait à faire reconnaître la part des femmes en migration. J'en reparlerai après, et qui donc rappelle que pendant très longtemps, on a considéré que il était suffisant de parler au masculin pour représenter toutes les migrations. Voilà, ça c'est les données
des Nations Unies, qui permettent de voir en fait la représentation des femmes et des hommes dans les stocks de migrants dans le monde. Donc les migrants, la définition de migrant dans ces statistiques-là, c'est toute personne qui quitte son domicile, enfin son pays d'origine, un pays dans lequel cette personne a vécu plus d'un an pour plus d'un an. Donc c'est la longueur en fait du changement résidentiel qui amène à parler de migrants. Vous voyez qu'on est très loin des définitions médiatiques habituelles où on pense, quand on pense migrants, on pense plutôt à des personnes en exil, en situation précaire, voire irrégulière, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. En tout cas, dans ces migrations internationales, les femmes représentent quasiment la moitié. Et là, on ne parle que des migrations internationales, parce que pour reprendre une discussion qu'on a eue à l'heure du déjeuner, si on parlait des migrations internes, il y a beaucoup plus de femmes, a priori, qui sont dans des migrations internes. Donc, imaginez pour des grands pays comme la Chine, l'Inde, enfin, c'est ce que ça peut représenter en termes de nombre de personnes. Que d'hommes. Mais en ce qui concerne les migrations internationales, les hommes sont encore très légèrement majoritaires, mais en Europe c'est pas le cas. En Europe, les femmes sont majoritaires, donc et c'est quelque chose qu'on a eu tendance un peu à minorer. Alors, ça a été une première étape très importante dans la recherche sur ces questions-là, donc de faire reconnaître la part des femmes. Et il y a eu un certain nombre d'étapes quand même qui ont été franchies de ce point de vue-là. Alors, je vous parlais de Mirjana Moroc-Vasich. Elle a eu un rôle très important, notamment avec un article qui est sorti il y a 40 ans déjà. On devrait faire quelque chose. J'y ai pas pensé, mais ça fait exactement 40 ans que cet article est sorti. Birds of Passage are also women. C'était un livre important en sociologie du marché du travail, en sociologie du travail de Michael Pior, qui est intitulé Birds of Passage, qui parlait notamment des migrants au masculin. Et donc, en réponse à la sortie de ce livre, Mirjana Moroc-Vasich écrit Birds of Passage are also women. Et c'est un article qui est paru dans la International Migration Review. Et ça a été un passage très important, parce que non seulement elle rappelait que les migrants sont aussi des migrantes, mais en plus, elle s'est intéressée dès le début à la place des femmes sur le marché du travail. Or, une des idées préconçues qu'on pouvait avoir quand on parlait des femmes en migration, c'était de dire, bon, si femmes en migration il y a, ce sont des suivantes qui accompagnent leur mari, qui éventuellement peut-être un jour travailleront, mais c'est pas la priorité. Or, ce que montre Mirjana Moroc-Vasich au départ, à partir de recherches notamment sur les ouvrières yougoslaves en France, c'est que justement ces femmes sont aussi des travailleuses. Donc ça a été un moment important. Et puis il y a eu d'autres moments, par exemple du point de vue des Nations Unies et du Fonds pour les populations en particulier. Il y a eu une publication en 2006 qui faisait état de cette féminisation des migrations. C'était l'expression à la mode à l'époque, grâce aussi au travail de plusieurs démographes qui ont eu un rôle important et qui ont insisté sur la nécessité de féminiser les statistiques sur les migrations. Et donc, il y a eu ce rapport paru en 2006. Alors, à l'époque, on parle de féminisation des migrations et du coup, ça nous amène vers une autre erreur qui va être faite fréquemment à ce moment-là, c'est de considérer qu'ok, certes, les femmes sont importantes dans les migrations et il faut prendre la part des femmes, il faut se rendre compte de faire la part de la migration féminine, mais c'est un phénomène récent. Et ça, c'est une erreur qu'on retrouve encore dans certains discours, et notamment dans ce manuel, The Age of Migration, qui est un peu le grand manuel des études migratoires aujourd'hui, qui est donc un manuel important, qui est beaucoup lu par les étudiants notamment qui travaillent sur les questions de migration. Et dans ce manuel, il est encore dit aujourd'hui, on doit en être maintenant à la 8e édition, il est encore dit que la féminisation des migrations est un phénomène récent, lié à la tertiarisation de la société et donc aux besoins de main-d'œuvre dans le secteur tertiaire, mais que avant c'était pas si important que ça. Quand il y avait des ouvriers, c'était plutôt des hommes, etc.
Donc en fait, c'est une forme de, évidemment, c'est une forme de présentisme, hein, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on essaye d'avoir une perspective historique, dans les études migratoires, on va remonter à l'après-guerre et déjà on va avoir l'impression d'avoir été très très loin dans le temps. Et du coup, effectivement, si on regarde les migrations d'après-guerre, il y a eu un moment dans ces migrations d'après-guerre, dans la migration fordiste d'après-guerre, où effectivement les migrations masculines étaient plus importantes que les migrations féminines. Mais dès qu'on remonte beaucoup plus loin dans le temps, et assez rapidement, il suffit d'aller au début du XXe siècle, par exemple, ou même dans l'entre-deux-guerres, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. Donc en fait, on a un biais présentiste qui est encore présent dans une grande partie des manuels, où on considère que la féminisation, c'est quelque chose de neuf et que ce n'est que récemment que les femmes ont commencé à migrer, et notamment à migrer pour travailler. Alors on a un ouvrage là aussi de référence et qui est à mon avis très important d'une démographe historique et d'une historienne, Catherine Donato et Donna Gabaccia, qui a un peu remis les choses au point avec une enquête en fait sur des données. En fait, elles ont reconstitué des bases de données, notamment sur la traite transatlantique et sur les grandes migrations transatlantiques, pour montrer que en certaines années, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes et que en fait, il y a toujours eu beaucoup de femmes, si ce n'est plus que les hommes, en migration. Simplement, la part des femmes dans ces grandes migrations avait été complètement invisibilisée. Donc ce livre-là, il est Gender and International Migration, il est très important pour revenir sur ces questions de la part des femmes. Je clique pas du bon côté. Alors, d'autres enquêtes encore qui ont rappelé la part des femmes, alors notamment les enquêtes de l'INED, ça c'est le travail de Chris Beauchemin, Catherine Morel et Corinne Régnard, qui ont travaillé sur, en fait, par groupe, en fait, d'origine, sur la part des femmes qui migraient seules. Alors, en parlant de migration autonome, ce qui est une expression que moi je critique un petit peu, mais bon, qui est une expression qui est utilisée à l'INED pour parler des personnes qui partent seules, donc en dehors, en gros, hein, en dehors du regroupement familial, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on voit que pour certains groupes, la part des femmes est majoritaire, mais que par ailleurs, pour certains groupes, la part des femmes qui migrent seules est majoritaire aussi. Donc, c'est en particulier le cas pour les femmes africaines, notamment Afrique guinéenne et centrale. Là, il y a une part de la migration autonome qui est tout à fait importante, et là aussi qui s'oppose à un certain nombre de représentations qu'on peut avoir sur des femmes africaines qui suivraient, encore une fois, leur mari. Je clique vraiment pas dans le bon sens. Voilà. Donc, pour terminer sur cette question de l'invisibilisation des femmes, ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu plusieurs phases dans la recherche sur les migrations féminines depuis une quarantaine d'années. La première, ça a été de faire reconnaître la part des femmes, et ça a été le travail de sociologues comme Myriam Amoro-Basij, d'historiennes comme Nancy Green, comme Donna Gabaccia, voilà, bon, il y en aurait beaucoup, de démographes comme Ania Zlotnik qui travaillait à l'ONU et qui a été importante. Et puis ensuite, on a pu affiner les choses une fois qu'on a passé cette étape, donc défaire le mythe d'une féminisation récente des migrations, ça c'était important, et puis ensuite se poser un certain nombre de questions sur les causes de ces migrations par rapport aux migrations masculines, bien sûr. Donc vous connaissez peut-être le schéma classique d'étude des migrations internationales, à savoir ce qu'on appelle parfois l'approche push-pull. Alors c'est pas très joli, bon. Push, c'est les raisons qui font que vous partez, et pull, c'est les raisons qui font que vous allez vers tel ou tel endroit. Donc les causes, les motivations du départ, et puis les raisons qui font que vous allez vous orienter vers telle destination. Donc des motivations de départ, classiquement ça peut être
le souhait d'améliorer une situation économique, ça peut être la guerre, des persécutions, et il y en a qui sont liées au genre, bien entendu. Et puis les raisons qui font que vous allez vers tel ou tel endroit, ça peut être les facteurs d'attractivité du marché du travail, ça peut être la possibilité d'avoir qu'il y ait une communauté sur place qui vous accueille et qui vous aide. La langue qui est parlée dans le pays, ça c'est très important, c'est-à-dire en général on se dirige vers des lieux dont on connaît un peu au moins la langue, c'est quand même plus facile pour s'insérer, etc. Donc on va reprendre ce modèle d'explication push-pull et essayer de comprendre comment ça joue pour les femmes et donc intégrer des facteurs d'explication en termes de genre. Et donc, on a des chercheuses qui vont proposer d'ouvrir la boîte noire du foyer, qui était peu étudiée dans le cadre des études migratoires. On avait une approche très individualiste de la migration, finalement. C'est de comprendre ce qui se passe, par exemple, dans les foyers de départ ou dans les familles au départ, à l'arrivée. Voilà. Et donc, il y a tout un monde qui s'ouvre et qui permet aussi de réinterpréter, y compris les expériences masculines, quand on commence à poser ces questions-là. Donc, je sais pas qui prend la décision du départ, dans quel contexte, pourquoi telle personne va partir et pas telle autre, c'est-à-dire pourquoi c'est la femme ou pourquoi c'est l'homme qui part, ou pourquoi c'est la sœur aînée, la fille aînée ou pas. Toutes ces questions-là vont être soulevées dans ces travaux-là, et ces travaux-là vont mettre l'accent donc sur les liens familiaux, de parenté, et comment ça s'articule avec les questions migratoires. Alors, il y a des théories qui vont s'affronter. Est-ce que les femmes sont finalement victimes de rapports de pouvoir au sein de la famille qui font qu'elles vont devenir l'objet de stratégies familiales et donc on va les forcer à partir. Ça, c'est des visions comme celle de Saskia Sassen, qui parle des circuits des contre-circuits de la mondialisation et qui explique que les femmes sont dans des circuits comme ça qui vont les instrumentaliser en quelque sorte. Et il y a des visions où au contraire on voit davantage la migration comme une forme d'émancipation par rapport à des structures qui peuvent être justement qui peuvent être oppressantes et dont elles vont s'émanciper par la migration. Ça, c'est des débats assez classiques. Et puis, petit à petit, va y avoir une attention de plus en plus importante dans ces travaux pour la dimension, disons, genrée aussi du marché du travail. Et donc, on va s'intéresser de ce point de vue-là, donc du point de vue des facteurs qui font que les femmes vont se diriger vers tel ou tel secteur, ou tel pays, telle ou telle ville, etc., sur l'emploi des femmes, etc. Et là, on va travailler sur les questions de division genrée et mondiale, en fait, du marché du travail. C'est-à-dire qu'en fait, la migration des femmes, elle s'intègre dans une division du marché du travail qui est internationale. Donc, tel pays va avoir besoin, par exemple, de travailleuses du soin, d'infirmières, de travailleuses domestiques, etc. Et tel pays va être pourvoyeur. Et donc, c'est là qu'on a toute la réflexion. Là, on est à peu près dans les années 90-2000 sur ce qu'on appelle parfois les chaînes du soin à échelle mondiale. C'est l'expression d'Arnius Hochschild, c'est-à-dire comment une femme, je sais pas, une femme originaire d'Amérique centrale va partir aux États-Unis travailler dans des familles pour s'occuper des enfants, par exemple, et puis ça va donner lieu à des migrations internes aussi dans les pays de départ de ces femmes qui vont suppléer à l'absence de ces femmes-là, donc des chaînes, voilà, une migration en chaîne. Ça, c'est un des aspects. Donc, dans ces années 90-2000, en fait, la recherche sur les femmes en migration va se concentrer beaucoup sur les figures de travailleuses domestiques. Et en fait, quitte à invisibiliser, il y a deux grandes figures dans ces années-là. C'est la travailleuse domestique et aussi les prostituées, les travailleuses du sexe, prostituées. On parle plutôt de prostitution dans ces années-là, et en fait, quitte à invisibiliser d'autres figures en fait de la migration féminine, des ouvrières agricoles, des ouvrières ou des migrations plus qualifiées.
Et donc la tendance plus récente, ça va être justement d'insérer dans cette réflexion sur les migrations au féminin, d'avoir une vision un peu plus large où on va intégrer de nouvelles figures. Parmi ces nouvelles figures, vous avez bien entendu les figures de l'exil, puisque j'aurais pu commencer par là, mais si les migrations dans le monde globalement progresse à un rythme relativement modéré, la question de l'exil, la question des réfugiés et des déplacés internes est de plus en plus importante, et en particulier entre pays du Sud, pas vers l'Europe, contrairement à la perception qu'on a parfois, mais ça se passe surtout en dehors des pays les plus riches. Et donc cette question-là, par exemple, elle va du coup être relue avec une approche plus attentive à la part des femmes et aux questions de genre. Ça va être le cas aussi pour les migrations très qualifiées. Dans le secteur du soin et de la santé, c'est évident. Il y a une part de femmes extrêmement importante dans les pays des Nord, pour le coup, d'importation de migration très qualifiée de femmes, et ça n'avait pas du tout été travaillé. Les infirmières notamment, toutes les travailleuses en fait liées au secteur de la santé. Donc tout ça va être retravaillé plus récemment pour essayer de montrer aussi que la migration qualifiée n'est pas une migration uniquement masculine, contrairement à l'image qu'on peut en avoir parfois à travers des figures archétypales, le médecin qui est toujours représenté comme si c'était toujours un homme, ou l'ingénieur, voilà. Donc petit à petit, le tableau se complexifie. Et donc, on va petit à petit s'émanciper d'une image de la femme en migration univoque, unique. Et quelques mots encore, et puis après, il faut vraiment que j'en arrive à parler de mes propres travaux, parce que je suis trop longue, sur la géographie, parce que je suis géographe. Donc, qu'est-ce que la géographie apporte à tout cela ? Donc, je pensais évoquer 3 points. Qui ont beaucoup été développés par des géographes notamment anglophones et notamment et des géographes évidemment, ça va de soi, féministes. En fait, il y a tout un courant de géographie féministe, en particulier anglophone, qui a revisité les approches de la géographie, les questionnements de la géographie, pour montrer comment développer une approche féministe ou par le genre. Ça permettait de poser des questions complètement différemment. Je vous donne un exemple. La géopolitique. La géopolitique, pendant longtemps, a été vue comme une affaire de relations internationales, de relations entre États. Et les géographes féministes ont proposé de s'interroger, par exemple, sur les effets des situations géopolitiques sur la vie quotidienne des hommes et des femmes, et donc leurs espaces aussi au quotidien. Par exemple, elles vont s'interroger sur les effets de la violence des guerres, qui est une question géopolitique classique, les conflits, les guerres, sur la vie quotidienne, sur les espaces du quotidien des gens, sur les violences intraconjugales, etc. Donc, pour ce qui est des migrations, il y a 3 approches de géographie féministe qui sont intéressantes. Il y a une approche que je définirais comme une approche de géographie morale, c'est-à-dire une approche qui s'intéresse à la façon dont on associe des normes et des valeurs, un peu comme vous voyez, les économies morales, les approches à la Fassin, en gros, anthropologie morale, etc. Comment on attache des normes et des valeurs aux mobilités et aux migrations. C'est-à-dire comment on considère que certaines mobilités sont justes, d'autres sont pas justes, sont désirables, indésirables, etc. Certains régimes, certaines formes de mobilité sont considérées, sont quasiment naturalisées. On le voit aujourd'hui avec les migrations intra-européennes, par exemple. Bon, on a complètement, on a normalisé le fait qu'il y ait des Espagnols, des Italiens, voire des Polonais en France aujourd'hui. Et par contre, on considère comme, si ce n'est anormal, en tout cas pas forcément juste, pas forcément désirable, le fait qu'il y ait des Africains ou des Africaines, etc.
des personnes venant de pays musulmans, par exemple, etc. Bon, donc ça, c'est un premier point, c'est que ce registre de la géographie morale, il nous permet de montrer comment cette façon de catégoriser et de trier les catégories de personnes en mobilité selon que leur mobilité soit considérée comme juste ou injuste, comme légitime ou illégitime, permet de relire les questions migratoires. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes, parfois, elles sont considérées comme plus légitimes que les hommes. Et donc parfois c'est un atout pour les femmes d'être des femmes dans cette géographie morale des migrations, parce que il y a toute une série d'attributs qui sont associés aux hommes en termes de violence, de dangerosité, de déviance aussi, qui sont spécifiques à la migration masculine. Et en même temps, on associe du coup aux femmes des catégories, des attributs de vulnérabilité, par exemple, qui peuvent être aussi très enfermants pour les femmes, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est par essence et pour toujours surtout vulnérable à tout. Donc c'est des questions, voilà, des questions sur ce qu'on associe aux hommes et aux femmes dans cette géographie morale des mobilités qui n'est pas seulement genrée, qui est aussi liée à des politiques migratoires, un contexte politique spécifique, etc. La géographie politique féministe, c'est une géographie qui va s'intéresser à comment les grandes questions politiques du monde, et les migrations en font partie évidemment, ont des impacts et des effets sur nos géographies du quotidien. Donc les géographes qui font la géographie politique féministe vont s'intéresser à la façon dont, par exemple, les politiques migratoires, qui sont caractérisées un peu partout aujourd'hui quand même par une approche assez répressive, enfin dissuasive, voire répressive de certaines migrations, vont avoir des impacts sur la vie quotidienne des personnes en migration et sur leurs espaces de vie au quotidien. Donc on va partir des espaces vraiment fréquentés au quotidien, les espaces publics, les espaces domestiques, voire les corps qu'on va pouvoir considérer même comme des échelles d'observation de dynamique spatiale. Et puis la géographie de la mondialisation, elle s'intéresse à tout ce qui est lié à la mondialisation, donc la numérisation, la digitalisation, je sais pas comment dire, le tournant numérique des sociétés, la division internationale du marché du travail, l'augmentation des circulations, donc tout ce qui est aussi les diasporas, etc. Et là, on va s'intéresser à comment cette géographie de la mondialisation, elle a des impacts aussi sur nos vies quotidiennes, là encore, et sur nos intimités, par exemple. On peut travailler, par exemple, la géographie féministe va travailler la notion d'intimité numérique, c'est-à-dire comment les intimités, et en particulier les intimités des migrantes et des migrants qui sont dans des logiques diasporiques, donc qui dépassent les frontières, vont s'inscrire aussi dans un espace qui est l'espace numérique, quoi, et pas seulement dans l'espace privé, domestique, tel que classiquement la question de l'intimité avait pu être analysée. Donc là, l'œil des géographes féministes, il est important. Voilà, décidément. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il me reste à peu près 20 minutes, 20-30 minutes. Oui. Donc je vais vous parler de mes terrains. Alors je vais passer très vite, mais pour moi c'était important, je le fais assez régulièrement à vrai dire, mais de dire que j'ai commencé donc à m'intéresser aux migrations sans voir les femmes, parce que j'avais été formée comme ça, et que à l'époque où j'ai commencé à travailler sur ces questions de migration en Méditerranée, c'est-à-dire à la fin des années 90, on travaillait vraiment pratiquement uniquement sur les hommes, et quand on travaillait sur les femmes, c'était justement sur les épouses, les regroupées, etc. Donc moi j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse sur des questions de circulation migratoire. C'était très à la mode à l'époque. On suivait les personnes qui circulaient de part et d'autre de la Méditerranée. Et moi, je suis partie de la ville de Naples en Italie et je travaillais sur les circuits de circulation des migrants maghrébins qui étaient installés à Naples. Et en particulier, j'ai travaillé sur des hommes algériens, marocains, tunisiens qui faisaient ce qu'on appelait du commerce à la valise, c'est-à-dire qu'ils achetaient des produits en Europe et les revendaient en Afrique du Nord.
Et donc, je faisais de l'ethnographie mobile, c'est-à-dire que je suivais les personnes. Moi, j'ai des approches très qualitatives, donc je m'accrochais aux commerçants et je les suivais de part et d'autre de la Méditerranée pour voir ce qu'ils faisaient. Et donc, c'était à la fois une approche de géographie économique pour essayer de comprendre comment ils arrivaient à finalement, c'est des formes de micro-entrepreneuriat, quoi. Donc, comment ils arrivaient à dégager du bénéfice en circulant de part et d'autre de la Méditerranée, ce qui n'était pas du tout dans les approches classiques des migrations, ce qu'on voyait. On pensait que les gens étaient plutôt installés, et puis que une fois qu'ils étaient arrivés, ils coupaient un peu les liens avec le pays d'origine. Or, moi, les gens que je suivais, ils étaient entre les deux pays, et puis le fait d'être entre les deux leur permettait aussi d'avoir une forme de mobilité sociale et économique assez importante parfois. Donc, c'était vraiment intéressant. Mais j'ai suivi des hommes pendant 1 an, ce qui pose plein d'autres questions sur les terrains masculins, hyper masculins. Et ça, c'est encore une autre question. Et au bout d'un moment, je me suis liée avec une personne, un monsieur tunisien qui était intermédiaire pour ces commerçants, donc qui les aidait à faire leurs achats, qui les accompagnait sur les lieux d'achat, qui leur faisait faire des conteneurs aussi, qui remplissaient les conteneurs, etc. Donc, il travaillait pour des commerçants qui revendaient en Afrique du Nord. Et puis, à force de le suivre, j'ai réalisé qu'en fait, il était intermédiaire aussi pour des femmes. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais pas compris qu'il y avait des femmes dans ces circuits commerciaux, et ça rejoint ce que je vous disais au début sur les dynamiques d'auto-invisibilisation, c'est que les femmes ne sortaient pas dans les espaces publics. C'est-à-dire, moi, je travaillais sur un quartier en particulier qui était très important dans ces circulations commerciales, un quartier de Naples, un quartier central de Naples. Et en fait, les femmes logeaient dans des hôtels du quartier, mais elles ne sortaient pas dans les restaurants du quartier, elles ne sortaient pas dans les rues du quartier. En fait, elles avaient fait aménager dans les hôtels des espaces pour faire leur cuisine. Et donc, ces femmes qui faisaient exactement la même chose que les hommes que je suivais, simplement, elles étaient complètement invisibles. Et donc, il a fallu que je passe par ces intermédiaires pour comprendre qu'il y avait des femmes qui circulaient. Et là, c'est un monde qui s'ouvre, parce que tout d'un coup, je réalise qu'il y a autant de femmes que d'hommes, déjà, dans les quartiers sur lesquels je travaille, et qu'en fait, elles ont des circuits spécifiques, et que c'est pour ça que je les ai pas vues. Donc, elles achètent à Naples, elles achètent en fait un peu partout. Elles achètent à Milan, à Paris, à Istanbul. Certaines vont même jusqu'en Thaïlande. Et elles achètent donc des vêtements, du linge de maison, tout ce qu'on peut produire en fait en Europe, ou ce qu'on peut parfois importer de Chine en Europe et qui est surtaxé en Afrique du Nord et donc qui coûte trop cher pour le faire passer par les circuits formels, et donc elles l'importent de façon informelle. Donc elles viennent 1 fois par mois, 2 fois par mois, elles remplissent des containers ou alors même des sacs, ça dépend de la valeur des marchandises, et elles les revendent en Afrique du Nord. Et donc moi je suis ces femmes. Et donc, ça va être l'objet de ma thèse, au final. Je vais les suivre, en particulier un groupe de femmes qui vient de la ville de Sousse en Tunisie et qui fait du va-et-vient entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée pour revendre dans les souks, à domicile, dans des boutiques. Et il y a toute une économie autour de ça, et donc toute une organisation familiale autour de ça. Et donc moi, ça m'ouvre toute une série de perspectives auxquelles j'avais jamais pensé. Par exemple, elles ne voyagent jamais seules. Les hommes qui font du commerce voyagent seuls, et elles voyagent en groupe. Parce que, pour des questions de moralité, c'est mieux de voyager en groupe, parce qu'il y a une forme de contrôle social du groupe, mais aussi parce que c'est plus marrant de voyager en groupe objectivement. Quand elles font la cuisine dans les chambres d'hôtel, elles font aussi un peu la fête, c'est des périodes où elles sont en dehors des dynamiques familiales classiques et des impératifs, des normes familiales en quelque sorte de Tunisie. Et donc, quand elles voyagent, elles en profitent aussi, et c'est mieux de voyager avec des amis que de voyager seule pour elles. Donc, en fait, tout d'un coup, c'est toute une économie, une organisation, une façon de voyager qui va se révéler en quelque sorte. Et pour moi, ça va être vraiment un révélateur, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte de l'importance des femmes. Ça a été mon entrée, disons, sur cette question des migrations féminines. Voilà, quelques photos des femmes sur lesquelles j'ai travaillé pour ma thèse. Donc qui vendent à domicile, qui font du commerce, ces types de produits qu'elles vendent, etc. Enfin, c'était assez incroyable.
Et puis après, j'ai continué à travailler sur les migrations féminines, mais je me suis intéressée en fait à d'autres migrations, des migrations plus d'installation, moins dans la circulation, de travailleuses domestiques. Et là, j'ai fait une enquête sur les travailleuses domestiques en Europe du Sud. Donc, je vous l'ai dit, c'était un peu à l'époque, c'était une des façons de travailler aussi la migration féminine. Ça le reste d'ailleurs. Et je me suis intéressée en particulier, j'ai fait plusieurs terrains en fait sur les migrations de femmes asiatiques en Europe du Sud, donc à Chypre et en Italie. Et donc là, c'est là aussi, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait là, ce sont des filières extrêmement féminisées pour le coup. Il y a que des femmes dans ce secteur du travail domestique. Vous le savez peut-être, ce sont des filières aussi dans lesquelles les femmes sont parfois même elles sont socialisées à cette migration. C'est-à-dire que dans les écoles déjà, en particulier, c'est vrai pour les Philippines en particulier, on prépare les femmes à la migration et on les prépare aussi à un certain nombre de métiers liés à la migration féminine. Et donc après, elles arrivent en Europe et souvent elles ont fait plusieurs étapes dans leur parcours. C'est-à-dire qu'elles partent quelques années dans un pays, c'est ce qu'on appelle la migration par étapes, et puis ensuite elles vont aller dans un autre pays, encore dans un autre pays. Ça peut commencer par exemple par une migration intra-asiatique. Par exemple, je sais pas, on va aller à Singapour, et puis après on va dans les pays du Golfe, et puis après on va peut-être aller en Israël, et puis après on va aller en Europe. Et puis après, ça c'est vraiment le top du top, on va aller au Canada, qui est la destination rêvée. Donc c'est des migrations par étapes, 3-4 ans à chaque fois dans chaque pays, aussi parce que il y a un système, une régulation des migrations qui fait que on peut pas rester plus longtemps que ça. C'est des migrations temporaires, c'est des visas de travail temporaires, donc c'est aussi un système en fait un peu instrumental, si vous voulez, qui vise pas du tout à l'intégration de ces femmes dans les pays d'installation, si on peut dire ainsi, mais plutôt à leur utilité en fait sur le marché du travail. Donc ça a été un deuxième terrain assez important qui m'a permis aussi de continuer à travailler, mais de façon un peu différente, sur les questions d'entre-soi. Parce que finalement, souvent, quand on évoque dans nos contextes, par exemple, les questions de non-mixité, qui est une question politique très importante. On a un regard particulier sur ces questions-là, qui est lié à l'état du débat à un moment donné. Elles pratiquent la non-mixité, ces femmes-là. Donc ça, c'est aussi, je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est un éclairage sur des pratiques qui sont évidemment très différentes en termes de contexte, des contextes sur lesquels on parle de non-mixité parfois, mais qui sont quand même très intéressants. C'est-à-dire que quelque part, elles créent des espaces qui sont des espaces non mixtes. Donc des fois, c'est contraint. Quand on a des formes de régulation comme ça extrêmes de la migration sur des visas temporaires qui sont où vous n'avez pas le droit de faire venir votre famille, vous n'avez pas le droit. Bon, vous êtes sur de la mixité, la non-mixité contrainte en quelque sorte, mais c'est aussi une stratégie qui peut être développée dans certains contextes, par exemple pour éviter certaines formes certains risques d'agression, de violence, etc. Je vous donne un exemple. Les travailleuses domestiques. Souvent, leur contrat, leur visa prévoit, c'est vrai à Chypre, c'est vrai dans les pays du Moyen-Orient, etc. Prévoit qu'elles vivent chez l'employeur. C'est ce qu'on appelle des live-in. Donc elles vivent chez l'employeur. C'est évidemment vous le savez, on sait que l'espace domestique, est un des espaces de violence de genre, et l'espace de violence de genre par excellence. Eh bien, c'est évidemment, a fortiori pour ces travailleuses domestiques, c'est un espace, qui est pas safe, voilà. Donc, elles vont s'organiser entre femmes pour se mettre, à leurs frais, dans des colocations.
Donc louer un appartement pour pouvoir avoir un endroit où vivre ensemble en dehors du travail du lieu de travail, ou même elles vont louer parfois des appartements pour se retrouver le week-end. Donc elles s'organisent entre femmes pour se créer des espaces sûrs, des espaces d'entre-soi où elles vont se retrouver. Ça, c'en est un, par exemple, celui que vous voyez sur la photo, c'est un appartement qui est loué par un groupe de femmes des Philippines à Chypre, pour se retrouver le week-end et donc voilà, se connecter à Internet, se retrouver avec des proches justement en ligne, cuisiner, passer du temps ensemble. Autre champ sur lequel j'ai travaillé, des migrations qualifiées italiennes récentes et la façon dont finalement ces migrations d'Europe du Sud dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont liées à la crise économique, etc., amènent ou pas des recompositions des rapports de genre. Là, moi, je m'intéressais à la façon dont le fait qu'il s'agisse d'une migration vraiment de proximité, puisqu'on parle de femmes venues d'Italie pour travailler en France, en l'occurrence, et une migration facilitée par la libre circulation, donc beaucoup plus facile que d'autres types de migration, beaucoup moins précaire en termes juridiques en tout cas, pouvait ou pas, enfin quel était le rapport avec l'évolution des rapports de genre. Et là, c'est une enquête qu'on a fait à plusieurs, avec plusieurs collègues, sur voilà, la recomposition des relations familiales, en particulier en migration, le rapport aux normes, qu'est-ce que c'est qu'une bonne fille, une bonne mère en Italie et en France, et comment ça évolue ou pas, et comment la proximité finalement permet ou ne permet pas, je sais pas, ça dépend de quel point de vue on le regarde, mais en tout cas fait que les normes de genre évoluent peut-être moins vite que quand on est déraciné finalement. Ce qui est un peu logique, hein, mais voilà. Donc on a travaillé là-dessus, et notamment sur le rapport à la conjugalité, le rapport avec les grands-parents. J'y reviendrai peut-être après. Et puis le fait de décider ou pas d'avoir des enfants en France. Et puis un dernier terrain dont je voulais vous parler, c'est probablement le plus difficile. C'est le terrain donc qui m'a amené à écrire Les Damnés de la mer, qui est donc un terrain mené en particulier en Italie et à Malte sur les femmes qui venaient de traverser la Méditerranée. Et là, c'est un terrain qui s'inscrit dans un mouvement très particulier, dont j'ai dit 2 mots avant, c'est-à-dire un mouvement de répression des dynamiques des migrations méditerranéennes, hein, qui s'étend sur une séquence qu'on peut considérer qui s'est accélérée dans les 15 dernières années, mais qui a au moins 30 ans, de fermeture des frontières européennes aux migrations extra-européennes. Alors je mets de côté les migrations ukrainiennes qui ont fait l'objet d'un traitement très particulier, mais au reste des migrations, disons, extra-européennes, qui s'inscrit donc dans un long mouvement d'enclosure, et en particulier en Méditerranée, avec des traversées de la Méditerranée de plus en plus périlleuses, mais aussi des traversées terrestres de plus en plus périlleuses, hein, puisque on a toute une politique qui se met en place à partir, disons, des années 90, de ce qu'on appelle d'externalisation du contrôle migratoire, c'est-à-dire qu'on va coopérer avec des pays situés en amont des routes migratoires, et c'est encore la logique aujourd'hui, hein, avec le pacte européen sur l'asile et les migrations, hein, c'est vraiment cette logique-là d'externaliser le contrôle, donc de déléguer à des pays tiers, hein, le contrôle migratoire, et qui a pour conséquence que, en fait, d'empêcher les gens de migrer à tout prix, donc, et donc de rendre les trajectoires migratoires de plus en plus périlleuses, de plus en plus difficiles, de plus en plus dangereuses. En fait,
ce que nous, on dit, les spécialistes des migrations, c'est que ça n'empêche pas les gens de partir. C'est un peu ça le problème. C'est que les gens continuent à partir. Donc, ça n'a aucun effet sur les causes des migrations. Mais par contre, ça rend les migrations extrêmement difficiles. Et donc, dans ce contexte, moi, je me suis intéressée à la part des femmes et à ce que vivaient les femmes sur ces routes migratoires qui sont de plus en plus longues et de plus en plus difficiles. Voilà. Et aussi avec l'idée de dire que finalement, le fait que les personnes qui arrivent au sud de l'Europe soient dans des situations humanitaires catastrophiques, c'est pas tant le produit, c'est en partie lié aux causes de la migration, au fait que ces personnes partent parfois pour des raisons humanitaires, mais c'est surtout lié aux politiques migratoires. Donc c'est un truc complètement contre-productif, en fait, c'est que en faisant des politiques migratoires de plus en plus dures, on met les gens dans des situations humanitaires. Parce que les trajectoires sont tellement dures que même si les raisons qui font que vous partez ne sont pas humanitaires, vous devenez des sujets humanitaires. Devenir sujet humanitaire pour les femmes, ça signifie évidemment avoir traversé des violences qui sont pas seulement des violences liées, qui sont des violences liées à la condition migratoire, mais qui sont aussi des violences genrées. Donc c'est toutes les agressions qu'elles subissent en route. Et donc là, on est dans une situation folle en quelque sorte, où on contribue à créer une urgence humanitaire aux frontières de l'Europe. Puisque tout le monde ne va pas, une partie des gens meurent en route. C'est pour ça que je vous ai mis la carte des morts en Méditerranée. Bon, on a la carte des morts en Méditerranée. Vous voyez que la Méditerranée centrale est particulièrement touchée par ces décès. On n'a pas la carte des morts dans le Sahara parce qu'on n'a pas les mêmes données. Mais en fait, on pourrait faire la même carte. Vous voyez, on n'a pas assez d'informations sur les itinéraires. En fait, on a surtout des informations sur les morts en mer parce que on a perfectionné la façon de comptabiliser ça. Mais c'est qu'une partie de l'iceberg, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc des femmes qui arrivent dans des situations extrêmement de vulnérabilisation très importantes. Et donc, ce qui m'a intéressée du point de vue de ces trajectoires-là, c'est de travailler sur ce que j'ai appelé la vie dans la frontière, c'est-à-dire de considérer que la frontière, aujourd'hui, et ça je suis pas la seule à le dire, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de travaux sur les migrations, la frontière n'est plus une ligne entre États que vous traversez, la frontière est une condition dans laquelle vous êtes à partir du moment où vous prenez la route et dans laquelle vous êtes pendant des années, y compris une fois que vous êtes arrivé en Europe, parce que en réalité, une fois que vous êtes arrivé en Europe, les difficultés ne s'arrêtent pas évidemment, puisque ça va être le début d'un parcours de la combattante pour essayer d'obtenir un titre de séjour, un emploi, etc., un lieu où vivre, etc. Donc ça, il y a un effet il y a un effet en fait aussi des conditions de la migration qui sont donc encore une fois liées aux politiques migratoires sur des situations de précarité et de vulnérabilité qui vont se renforcer une fois en Europe. Donc ça, maintenant, il y a pas mal d'enquêtes qui le montrent. Il y a eu une enquête notamment qui a été menée par une équipe de médecins à Marseille. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça a été assez médiatisé, qui montrait justement à quel point le fait d'avoir été par exemple victime de viol sur la trajectoire augmentait très significativement, et comme toutes les femmes qui ont traversé la Méditerranée ont été victimes de viol, en fait la probabilité d'être victime de viol à nouveau en Europe. Donc on est dans des cercles vicieux de précarité et ce que j'appelle la vie dans la frontière. Je dis toutes les femmes parce qu'en fait, ça pose la question de la complémentarité aussi des enquêtes quantitatives, qualitatives et aussi des approches. Pour avoir échangé avec les médecins qui ont mené cette enquête à Marseille, je sais plus quel est le pourcentage, mais eux, ils ont trouvé que 70 ou 80%, je sais plus, des femmes qui avaient traversé la Méditerranée avaient été violées. Mais c'est parce que, évidemment, dans le contexte
de l'enquête, qui est un contexte assez, sur un moment assez court, d'une interaction médicale aussi. C'est le contexte aussi des bus qui circulent dans les quartiers pour aider les femmes dans la rue, etc. C'est pas évident non plus de dire j'ai été violée en Libye, j'ai été violée à la frontière. Bon, mais moi sur mes enquêtes qualitatives, donc qui sont des enquêtes par immersion, longtemps avec les femmes, là c'est 100%. Voilà. Donc c'est évidemment aussi lié au contexte dans lequel on travaille, qui nous permet d'avoir des résultats différents et complémentaires. Voilà le type de lieux sur lesquels j'ai travaillé, moi, qui sont des lieux en fait qui sont pas forcément carcéraux, mais qui sont un peu paracarcéraux quand même, en Europe du Sud, et qui accueillent avec beaucoup de guillemets, les femmes, quand elles arrivent, une fois qu'elles sont passées par les lieux de tri, les hotspots, en Europe du Sud. Et puis aujourd'hui, Frédéric l'a mentionné, je travaille maintenant sur les questions d'accueil des Ukrainiennes, et c'est très différent parce que effectivement, déjà quand vous n'avez pas cette trajectoire, et pourtant elles ont des trajectoires difficiles, bien entendu, hein, on revient aussi avec ces femmes sur leur trajectoire, mais on n'est pas du tout dans les mêmes configurations quand même. Et du coup, évidemment, en termes de ce que vous amenez comme bagage, arrivé en Europe, et en termes de traumatismes multiples, c'est des configurations un peu différentes. Et puis les questionnements de cette enquête-là, sur laquelle je vais pas détailler là, mais on pourra en discuter si vous voulez, sont aussi un peu différents parce que, par exemple, le mécanisme de protection temporaire qui a été décidé pour les Ukrainiennes aujourd'hui en Europe fait qu'elles ont cette possibilité qui est pour les autres femmes, pour les femmes dont je vous parlais avant, un luxe, d'avoir des papiers et donc de pouvoir circuler, par exemple. En fait, les papiers, ça permet aussi de circuler. Et donc, parmi les femmes sur lesquelles je travaille, il y en a qui sont revenues plusieurs fois en Ukraine et qui sont revenues après. C'est-à-dire, en fait, ça permet de maintenir des liens familiaux, par exemple, de maintenir des relations, de faire circuler des choses, de rapporter des choses de France qu'on trouve plus en Ukraine, ou au contraire de rapporter des choses d'Ukraine qu'on trouve pas en France. Ça donne en fait une sécurité entre guillemets dans un contexte de guerre qui est épouvantable, hein, évidemment, mais ça donne une forme de sécurité, le fait d'avoir des papiers, qui permet aussi de se dire donc. Je suis pas en train d'idéaliser la situation des Ukrainiennes en France, hein, mais simplement en relation avec une situation sur laquelle j'ai travaillé pendant des années, on voit à quel point le fait d'avoir accès à des papiers qui sont temporaires, qui permettent pas de faire tous les métiers qu'on voudrait faire, qui posent plein de problèmes, mais quand même le fait d'avoir des papiers change radicalement déjà la façon de pouvoir se rapporter à la fois au pays dans lequel on est, mais aussi à la société d'origine. Et c'est extrêmement important pour ces femmes, parce que en plus, comme vous le savez, ces femmes, elles ont laissé des maris, des parents, des animaux. J'y reviendrai peut-être derrière elles, et elles sont. C'est une forme. Elles rentrent pas toutes, hein, mais c'est pour celles qui peuvent rentrer, c'est aussi ça dépend aussi des régions dont elles viennent, parce qu'il y a des régions où il n'y a plus rien, évidemment, les régions de l'Est, mais ça permet aussi de maintenir une relation qui peut être, vraiment importante du point de vue de la façon dont on se sent et on se rapporte à là où on vit. Donc, pour terminer, je vais juste faire un petit bilan sur ce que nous propose, ce que nous permet en fait une féminisation du regard. Alors moi, je travaille sur les femmes, mais évidemment, ça vaut aussi pour les hommes. Simplement, c'est partir de l'expérience des femmes. Je pense que partir de l'expérience, du point de vue des femmes, avoir ce regard par l'expérience des femmes sur les questions migratoires, ça permet d'aborder des questions qui, pendant longtemps, pour des questions aussi liées aux normes de genre et au fait qu'il y avait aussi des formes d'autocensure de la part des hommes, etc., des masculinités qui faisaient que c'était compliqué, ça ouvre des possibilités.
la question des émotions, qui est une question importante pour les géographes féministes et pour les féministes en général, je crois, est très importante dans les travaux qu'on mène sur les migrations féminines. Féminiser le regard, donc c'est aussi ouvrir la possibilité d'un récit à travers l'expression des émotions associées aux trajectoires migratoires. Et donc ça c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup, à savoir par exemple travailler sur des trajectoires en expérimentant le récit des épreuves, de la souffrance qui est associée aux épreuves, par exemple, de la tristesse, de la nostalgie, toutes ces émotions qu'on explore avec les femmes, mais aussi, pourquoi pas, aussi de la joie, du soulagement, qui est associé à certaines étapes aussi du parcours, de l'espoir, le bien-être, donc toutes ces dimensions qui sont pas toujours, qui n'avaient pas été en fait, qui étaient parfois dans la théorie classique des migrations considérées comme un peu triviales en fait, et qui n'avaient pas été vraiment explorées. Et travailler sur ce récit émotionnel et dans toute sa banalité, c'est-à-dire les moments qui font du bien, les moments d'entre-soi, par exemple, ça permet aussi de comprendre comment la migration est une expérience émotionnelle faite de hauts et de bas, de moments intenses en termes de souffrance, mais aussi de moments intenses en termes de joie, d'entre-soi. Encore une fois, cette question de l'entre-soi, elle est très importante parce que pour moi, c'est une clé pour comprendre comment les femmes en migration arrivent à résister à un certain nombre de difficultés. Donc, créer des moments festifs, des moments de danse, des moments de jeu, des moments où on va faire la cuisine et manger ensemble, par exemple, c'est tout sauf trivial en fait dans la situation dans laquelle se trouvent certaines femmes. Travailler sur les récits et sur les nouveaux récits, c'est alors moi j'ai fait des exercices de cartographie des récits pour essayer, parce que je suis géographe donc on fait des cartes, donc pour essayer de par exemple travailler sur les temporalités, mais pour moi ça a été aussi puiser dans d'autres récits de la migration et travailler avec les femmes avec lesquelles je travaillais aussi sur ces récits-là. Alors des récits littéraires par exemple, parce qu'au début, il y a eu des autrices qui se sont penchées sur ces situations-là avant que les chercheurs et les chercheuses s'y intéressent. Donc ça a été important. Donc, y compris se confronter avec les femmes avec lesquelles je travaillais sur ces récits littéraires, mais aussi travailler décidément avec ça c'est un autre travail qu'on a fait avec des enfants, des élèves. Sur les récits migratoires. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'il y a des choses que j'ai essayé de mettre en avant dans mon travail sur l'autonomie des femmes en migration justement à travers les tactiques qu'elles pouvaient mettre en place quand même pour essayer de conquérir une marge d'autonomie en chemin, la façon dont elles traçaient quand même leur trajectoire malgré toutes les contraintes et toutes les difficultés. Et donc moi je parle d'autonomie en tension. On les a appréhendées avec des élèves autour de trajectoires de femmes sur lesquelles on a travaillé ensemble. Et je trouve que la façon dont les élèves en rendent compte est aussi très intéressante. Là aussi on a encore une autre présentation. Alors je vous amène un peu loin du sujet dont je vous parlais aujourd'hui, c'est-à-dire de mes propres enquêtes, parce que là c'est quelque chose c'est une forme de restitution plutôt et de travail sur des restitutions. Mais on fait des cartes, et par exemple là le dessin il représente Julienne, qui est une personne avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est partie du Cameroun, qui est maintenant en France et qui a traversé une série d'obstacles absolument terribles. Et la façon dont les élèves l'ont représentée en fait en super héroïne, j'ai trouvé ça assez incroyable, mais vous remarquerez que quand on arrive en Europe, la pluie commence à tomber. Donc, certes, on échappe à la pluie d'obus, mais il y a un certain nombre de soucis qui continuent à être
présent. Travailler et féminiser le regard, c'est évidemment travailler les corporéités, les sensorialités de l'expérience migratoire. Je parlais des moments triviaux, des moments de danse. En voilà un, c'est une travailleuse domestique philippine qui danse avec les enfants chez lesquels elle travaille. Donc tout ce qui est appropriation par le corps, kinésique, esthétique, au quotidien, ça c'est quelque chose sur lequel aussi les femmes nous amènent à travailler beaucoup. Bien entendu, la migration comme expérience relationnelle. On sort de cette fable qui a été celle des études migratoires pendant longtemps, de l'individualisme en fait du migrant qui partait seul, qui migrait seul, pour lequel les entourages et les contextes familiaux, relationnels n'avaient pas d'importance. Non, en fait, la migration est une expérience relationnelle en soi. On part jamais seul. Même quand on part seul, en fait, on est entouré au sens où il y a des gens qui se mobilisent pour vous aider économiquement, peut-être, ou pour vous rendre service à un moment donné, ou au contraire des gens qui vont se mobiliser pour vous empêcher de partir. Et puis cette relation, elle va au-delà de la question de la famille. Ça peut être aussi la relation à travers le travail et cette dimension relationnelle qu'on a tellement oubliée dans les débats sur la loi immigration, qui sont liés à tout ce qui est le travail du care, hein, tout ce qui est le travail voilà, qui sont tellement importantes aujourd'hui. C'est aussi ça. La dimension relationnelle, on peut aussi la travailler, puisqu'on parlait de chaînes du soin tout à l'heure. Je vous disais qu'il y avait toute cette littérature sur les chaînes du soin dans lesquelles se retrouvent des femmes travailleuses domestiques qui partent et qui du coup entraînent aussi le départ d'autres femmes qui vont aider dans leur foyer d'origine. On peut aussi, là, et ça c'est vraiment les Ukrainiennes qui m'ont beaucoup qui ont attiré notre attention là-dessus. On peut aussi parler des chaînes du soin au sujet des animaux domestiques. Ça, c'est quelque chose qui a été peu travaillé dans les questions migratoires, mais là, les Ukrainiennes nous obligent à le faire, en quelque sorte, puisqu'il y a une enquête de Kantar, organisme de sondage, auprès des exilées ukrainiennes, qui a montré qu'une partie importante, en fait, des exilés étaient partis avec des animaux. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans le centre d'accueil d'urgence de la porte de Versailles à Paris, qui a ouvert au moment des premières arrivées. Et il y avait des oiseaux, des chats, des chiens. Je sais pas si certaines d'entre vous y ont été, mais il y avait tout ça. Il y avait toute une ménagerie. Et ça, c'était. Moi, j'avais jamais été confrontée à cette situation-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, de très intéressant, mais qui est tout à fait à creuser en fait, parce que non seulement il y a cette question du voyage avec des animaux. Alors là, voyager avec des animaux, passer les frontières en termes de régulation des régimes de mobilité, là, on en rajoute une couche. Fallait un passeport pour faire voyager les animaux. Et là, je suis en train je vous raconte ça, mais c'est vraiment en train de se faire, hein, en travaillant avec les Ukrainiennes, de recueillir des récits sur les passages de frontières qui sont incroyables, parce qu'il y a des femmes qui sont parties et qui sont reparties pour chercher leurs animaux, ou qui ont trouvé quelqu'un pour leur faire passer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour aller récupérer l'animal en Pologne. Enfin, des choses, mais incroyable. Et puis, il y a des chaînes de soins, comme pour les familles, au sens où il y a aussi les animaux qui restent. Et les animaux qui restent, il y a des gens qui vont s'en occuper. Donc, on va demander à des personnes de se rendre régulièrement au domicile qu'on a abandonné pour aller nourrir les chiens. Et il y a des gens qui, par le biais du numérique, envoient des photos des chiens et des chats et des oiseaux. Moi, c'est quelque chose que j'observe depuis des années dans le cadre des familles. Mais alors là, c'est encore autre chose, et pourtant ça nous ramène à toute une littérature féministe sur la relation aux animaux domestiques, qui est passionnante. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très fort qui se joue. Alors moi, je suis spécialiste des migrations, mais je suis pas du tout spécialiste de l'Ukraine, donc je connaissais rien à la société ukrainienne avant de commencer cette enquête. Donc pour moi, le fait qu'il y ait autant d'animaux domestiques, etc., enfin, c'était complètement. Mais je trouve que c'est passionnant. Et donc, féminiser le regard, ça nous amène vers de nouveaux lieux, de nouvelles échelles, de nouveaux sujets, comme pour parler des animaux aussi, comme les sujets de recherche, de nouveaux lieux, de nouvelles échelles, la façon dont les femmes s'emparent de certains espaces. Alors ça, ce sont des photos qui ont été prises dans des espaces publics, la territorialisation, l'organisation de l'espace public par les femmes, notamment le week-end, quand elles ont leur jour de congé pour les travailleuses domestiques, est quelque chose de tout à fait intéressant, et la
raison pour laquelle je vous ai mis ces photos, c'est que parce que sur ces photos, il y a toujours des interactions avec des hommes des pays dans lesquels elles se trouvent. Et je trouve que les photos parlent d'elles-mêmes. Donc cette question des reconfigurations des lieux dans des pays où parfois d'ailleurs, alors pas toujours, hein, mais parfois enfin non, toujours, l'usage des espaces publics est normé en termes de genre et la façon dont ces migrations féminines vont transformer ces normes de genre dans les espaces publics, par exemple. Dernier point, alors là j'ai un peu effacé les visages, c'est pas très joli, mais c'est pour préserver les personnes. La question des intimités, la reconfiguration des intimités par la migration et la façon dont certains espaces deviennent des espaces privilégiés en fait pour construire, justement reconstruire dans des espaces privés d'intimité, puisque qu'il s'agisse je vous ai dit des domiciles des employeurs ou des centres de rétention ou des centres dits d'accueil pour les migrantes, les demandeuses d'asile, c'est souvent des lieux où l'intimité est quand même mise à mal. La reconstitution d'espaces d'intimité, notamment dans les extérieurs et par l'espace numérique est assez saisissante. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer auprès des femmes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est que elles se mettent en scène souvent dans des extérieurs, parce qu'en fait c'est là qu'elles arrivent à reconquérir une intimité ou simplement une solitude en fait qu'elles n'ont pas dans d'autres espaces. Et puis elles utilisent énormément l'espace numérique, les réseaux sociaux en particulier, bien sûr, pour se reconstruire une image. Reconstruire une image d'elle en ligne revalorisante en fait. Donc là, on revient à la question des récits. C'est un nouveau récit en fait de la migration que permet l'espace numérique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un récit parallèle. Dans l'espace numérique, on parle pas beaucoup des difficultés qu'on traverse. On se met en scène à travers, on met presque en scène la réussite d'une entreprise migratoire, si vous voulez. Je veux pas exagérer, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que c'est un espace de reconstitution et de réappropriation de son image, et de sa propre image, et aussi, en quelque sorte, de son récit migratoire. Donc c'est pas seulement parce qu'au départ les sociologues des migrations avaient tendance à dire c'est un mensonge en fait. On ment aux sociétés d'origine, on raconte n'importe quoi, on dit qu'on a réussi parce que on a une dette, il faut qu'on montre qu'on a réussi, etc. À mon avis, il y a autre chose qui se joue aussi du fait de la constitution d'un propre espace, ce qui nous amène à quelque chose qui est très important pour les féministes, à savoir que l'intime est politique et donc par exemple, dans les centres de rétention, dans les centres d'hébergement pour demandeuses d'asile, il y a des tactiques qui sont mises en place aussi pour reconquérir cet espace intime qui manque tellement aux femmes. Alors c'est très précaire. Vous voyez, l'image que je vous ai mise, elle est pas très invitante, on va dire. C'est la façon dont les femmes vont dormir à l'extérieur des dortoirs pour reconquérir en fait un espace d'autonomie, une forme d'intimité par rapport à ces dortoirs auxquels elles sont contraintes pendant des mois, voire des années parfois pendant leur demande d'asile. Et donc cet espace-là qu'elles vont essayer de se reconquérir, ou encore l'espace numérique, encore plus, sont des espaces aussi d'autonomie et d'évasion dans des contextes extrêmement où les marges d'autonomie sont extrêmement limitées. D'où l'intérêt d'observer la vie quotidienne des femmes pour essayer de comprendre comment ça se met en place, ces tactiques-là. Voilà. Pour terminer, simplement une ouverture peut-être. Enfin, j'en ai déjà parlé dans ma présentation, mais sur les questions de politique migratoire, une réflexion sur les migrations féminines aujourd'hui ne peut pas faire en fait l'économie d'une réflexion sur les politiques migratoires. Les deux sont extrêmement liés et selon le régime migratoire dans lequel vous vous situez, libre circulation, asile, irrégularité, protection temporaire pour les Ukrainiennes, vous avez des situations extrêmement différentes. Et moi, ce sur quoi je voudrais alerter, c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui, qui est un contexte de ce qu'on appelle le gender mainstreaming, c'est-à-dire que toutes les politiques aujourd'hui doivent avoir en quelque sorte une dimension de genre. Donc les politiques migratoires et les politiques d'asile ne font pas exception. Il y a aussi une dimension de genre et on peut
d'un certain point de vue s'en féliciter, voilà, parce que ça permet d'introduire une attention pour les questions de genre dans les politiques d'asile, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, les violences de genre sont davantage prises en compte que par le passé dans la reconnaissance, dans la possibilité d'obtenir une protection. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, on est toujours aussi sur le fil d'une forme d'instrumentalisation des questions de genre pour justifier des politiques migratoires, et notamment des politiques migratoires répressives. Donc je vais vous donner juste un exemple de ce tweet de Frontex qui montre que, en fait, la politique de contrôle des frontières est bonne pour les femmes parce qu'elle les empêche de subir les violences des passeurs. C'est une façon de poser le problème qui est un petit peu problématique si on y pense. Voilà, c'est une façon, disons, de voir le problème. Peut-être que simplement créer des voies de migration légale, humanitaire, sûre pour les femmes, ça peut être aussi une autre façon, et en particulier pour les femmes victimes de violences de genre, ça peut être une autre façon aussi de prendre le problème. Donc on est toujours sur le fil, et l'argument du genre, il a été utilisé dans le contexte de l'adoption de la loi immigration, hein, pour dire, vous comprenez, c'est important de pouvoir expulser les hommes qui se seraient rendus coupables de violences de genre, par exemple. Alors là, il faut faire attention. Parce que cette instrumentalisation, il y a toujours ce risque, en fait, de mélanger les questions, et à mon avis, c'est pas ce que devrait être une approche par le genre des questions et des politiques migratoires, et on a forcément besoin de garder aussi ce contexte-là institutionnel, législatif en tête quand on aborde ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup. Εγώ δε